Mes parents m'ont exigé de vendre ma maison pour sauver l'entreprise défaillante de mon frère, ou ils me déshériteraient. Alors je suis parti. Et ils ont tout perdu. Ce jour-là n'était que le début. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais que vous puissiez partager dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez, et quelle heure il est là-bas maintenant. Commençons notre histoire ensemble. La vibration de mon téléphone sur la table de chevet a été comme un coup physique. C'était un mardi matin, frais et agréable dehors. Le soleil commençait à peine à peindre les bords des stores de ma chambre. Le nom sur l'écran m'a noué l'estomac à un œuf familier et nauséabond, maman. Je l'ai regardé longtemps. Ce minuscule appareil détenait le pouvoir de briser la fragile paix que j'avais construite. Cette paix n'avait pas été facile à obtenir. Elle m'avait coûté une famille, celle dans laquelle j'étais né. Partir avait été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, une décision forgée dans les feux de la trahison et du désespoir. Ils pensaient me briser, que je reviendrais en paix. Ils avaient tort. Et ce jour-là, le jour où je suis parti, n'était pas la fin de l'histoire, ce n'était que le début. Ma vie, celle que j'avais construite brique par brique avec acharnement, ne ressemblait en rien à celle que mes parents avaient imaginée pour moi. Je n'étais pas leur enfant chéri. Ce rôle était réservé exclusivement à mon frère aîné, Marc. Dès que j'ai pu comprendre le langage, j'ai compris la hiérarchie implicite de notre foyer. Marc était le rêveur, l'entrepreneur, celui qui était destiné à la grandeur. J'étais celui de bon sens, le responsable, la pensée secondaire qui devait simplement être là et faire ce qui était nécessaire pour les vraies stars de la famille. Pendant que Marc flânait à l'école, se débrouillant avec du charme et un minimum d'effort, subventionné par mes parents, j'ai travaillé à temps partiel à partir de 16 ans en retournant des hamburgers, rangeant des étagères tout pour économiser pour les frais de scolarité et éviter de peser sur mes parents, qui semblaient toujours investir de l'argent dans le dernier projet à moitié cuit de Marc. Il haussait les épaules quand je mentionnais mes propres efforts. Oh, Alex, c'est gentil, mais regarde Marc. Il a une vraie vision. Cette nouvelle idée d'application va rapporter des millions. Les millions ne se sont jamais matérialisés. Ce qui s'est matérialisé, ce sont des comptes bancaires vides, des cartes de crédit au maximum, et des chuchotements de plus en plus tendus entre mes parents après que les entreprises de Marc se soient inévitablement écroulées. Pourtant, le récit n'a jamais changé. Marc apprenait simplement, prenait des risques, pensait différemment. Je travaillais simplement, jouais la sécurité, j'étais ennuyeux. Mes progrès constants à l'université, mon diplôme en finance, l'obtention d'un bon emploi où tout cela a été accueilli par des hochements de tête polis, rapidement éclipsés par la dernière mise à jour sur les entreprises passionnantes, mais défaillantes, de Marc. Acheter ma maison à 29 ans devait être un moment de triomphe indéniable, un petit tour d'honneur tranquille dont j'avais désespérément besoin. Chaque dollar économisé, chaque nuit passée à étudier tard, chaque événement social sacrifié avait été consacré à cet acompte. En traversant les pièces vides pour la première fois, le parfum de peinture fraîche et de possibilités emplissant mes poumons, j'ai ressenti une vague de fierté pure et non adultérée. C'était le mien. Je m'étais bâti cette sécurité. La réaction de mes parents a été modérée. Oh, c'est joli, Alex, a dit maman, les yeux déjà à la recherche de défauts potentiels. Papa a hoché la tête. Un investissement solide. Beaucoup de capitaux propres que vous pourriez exploiter. Capitaux propres. Pas une maison, mais une ressource. Cela m'a piqué ou une douleur sourde que j'ai essayé d'ignorer. Même dans mon sanctuaire, leur vision transactionnelle de la vie, leur focalisation laser sur les actifs et les liquidités potentielles, ressemblait à une ombre. Ils venaient rarement, mais la maison ressemblait à un défi silencieux à leur récit, un symbole de mon autosuffisance qu'ils ne savaient pas vraiment comment traiter. Pendant ce temps, Marc avait lancé son projet le plus ambitieux à ce jour, une start-up technologique qui, selon lui, allait bouleverser l'industrie. Le battage médiatique était fort, alimenté par des communiqués de presse brillants et les présentations charismatiques de Marc. Mes parents en raffolaient constamment. Marc est sur le point de faire quelque chose d'énorme, Alex, au plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer avec votre petit travail en finance. J'ai vu le business plan. J'ai vu les drapeaux rouges. J'ai essayé doucement de souligner les dépenses non viables, les projections irréalistes. Mes conseils ont été prévisiblement rejetés. Tu ne comprends pas la rupture, Alex. Il ne s'agit pas d'une croissance constante, mais d'un impact explosif. C'était leur phrase fétiche,
prononcé d'un geste de mépris, réduisant au silence toute vérité gênante que j'osais prononcer. Les problèmes ont commencé à se profiler environ 18 mois plus tard. Les investisseurs sont devenus nerveux. Les délais ont été manqués. Les salaires n'étaient pas payés à temps. Marc est entré prévisiblement en mode panique, oscillant entre le fait de blâmer les autres et la promesse de retournements impossibles. Mes parents, bien sûr, sont devenus ses plus fervents protecteurs, intervenant, trouvant des pré-relais et faisant pression sur quiconque exprimait un doute, y compris moi. Les appels ont commencé assez innocemment. Alex, Marc est très stressé. Il travaille très dur. Puis, moins innocemment, il a besoin d'un peu d'aide pour surmonter cette période. Pourrais-tu peut-être lui prêter quelque chose, juste jusqu'au prochain tour de financement? J'avais déjà emprunté cette voie, par plus petite tranche. Les prêts à Marc ne sont jamais revenus. Je ne peux pas, maman, disais-je, gardant la voix ferme. Mes économies sont bloquées en ce moment, pour mon avenir. Les demandes sont devenues plus audacieuses, se transformant en exigences catégoriques. Ils ont cessé de me demander si je pouvais lui prêter de l'argent et ont commencé à me dire ce que je devais faire. Cette maison à toi, a dit papa un soir, la voix rauque au téléphone, il y a maintenant des capitaux propres importants au plus cassés pour couvrir les dettes de Marc et lui donner un nouveau départ. Mon sang s'est glacé. Vendre la maison, papa? C'est ma maison, ma sécurité. Ce n'est qu'un actif, Alex, a interrompu maman, la voix aiguë. La famille est plus importante que les briques et le mortier. Marc a besoin de ça. C'est ton frère. La pression est devenue implacable, des appels tous les jours, des emails remplis d'allusions passives-agressives sur la loyauté familiale et mon égoïsme supposé. Les dîners de famille sont devenus atroces. L'air de leur salle à manger, qui sentait généralement le poulet rôti et une familiarité réconfortante, sentait maintenant le désespoir et l'accusation. Chaque regard ressemblait à une inculpation. Marc s'asseyait là, maussade ou agité, marmonnant parfois que tout le monde était contre lui, renforçant la conviction de mes parents que j'étais une partie du problème en ne sacrifiant pas instantanément ma stabilité pour sa dernière faillite. Je me suis confié à mon amie Sarah. Nous nous connaissions depuis l'université, toutes deux professionnelles de première génération qui comprenaient la difficulté. Assis dans son salon confortable, le café me réchauffant les mains, j'ai raconté toute l'histoire. Ils veulent que je vende ma maison, Sarah, pour renflouer la start-up ratée de Marc. Elle m'a regardé, choquée. Ta maison? Celle pour laquelle tu as tant travaillé, Alex? C'est fou. Aucun parent ne devrait jamais demander ça. Ces paroles ont été une bouée de sauvetage. Elles ont validé ce que je ressentais au fond de moi mais que j'avais encore du mal à accepter. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'exploitation, pure et simple. La pensée m'a serré la poitrine, non seulement de peur, mais d'une colère sourde. J'ai commencé à voir tout à travers un prisme différent. Chaque sacrifice passé, chaque réalisation négligée, chaque dollar dépensé pour Marc faisait partie d'un schéma menant inévitablement à ce moment. Ils ont utilisé toutes les armes de leur arsenal. Ils ont évoqué des choses qu'ils avaient payées quand j'étais enfant ou des appareils dentaires, un camp d'été ou les transformant en dettes que je devais, des dettes que je ne pouvais rembourser qu'en sacrifiant ma sécurité d'adulte. Après tout ce que nous avons fait pour toi, est devenu un refrain constant. Ils ont remis en question mon caractère, ma loyauté, ma compréhension de ce que signifiait vraiment la famille. Ils ont peint un tableau de Marc comme un génie fragile au bord de l'effondrement, et moi comme le frère froid et sans cœur qui thésaurise des ressources. Ma maison, mon sanctuaire, a commencé à ressembler moins à un havre de paix et plus à une cible. Je traversais les pièces, passais ma main sur les comptoirs, regardais le petit jardin que je cultivais, et une vague d'appréhension me submergeait. Allait se perdre tout? Leur pression allait-elle me briser? L'anxiété était un poids physique, lourd sur mes épaules, faisant du sommeil un souvenir lointain. Mes pensées s'emballaient, rejouant les conversations, cherchant une issue qui n'impliquait pas l'autodestruction ou l'aliénation complète des personnes auxquelles j'étais lié, aussi tordu soit-il, par le sang. Mais plus il poussait, plus le choix devenait froid et clair. L'ultimatum est arrivé le jour de Thanksgiving de tous les jours ou le jour destiné à la gratitude, à la réunion familiale. Nous étions chez eux, la maison où j'avais grandi, un endroit qui semblait soudainement étranger. Chaque photo de famille au mur ressemblait à une accusation. L'odeur de la dinde rôtie et de la tarte à la citrouille, qui me remplissait généralement de nostalgie, m'a juste rendu malade cette année.
La tension était palpable dès mon arrivée. Marc était là, pâle et amaigri, mais avec un regard têtu, presque attendu dans les yeux. Mes parents étaient sur les nerfs, leur sourire fragile. La conversation était tendue, tournant autour de la situation de Marc sans jamais aboutir. Après que la tarte ait été servie, maman s'est éclaircie la gorge. « Alex » a-t-elle commencé, la voix excessivement douce, un ton qui signalait toujours qu'il allait se passer quelque chose de désagréable. « Nous devons parler sérieusement. » Papa a interrompu, sans préambule. Nous avons épuisé toutes les autres options. Marc a besoin d'une injection importante de capital immédiatement. La seule façon de le faire est avec ta maison. Ma fourchette a cogné contre l'assiette. Le bruit a semblé assourdissant dans le silence soudain. Vends la maison, Alex, a dit maman, sa voix perdant sa douceur, devenant dure comme la pierre. Et la voiture. Cela devrait suffire à remettre Marc sur pied et à rembourser les créanciers les plus pressants. Je les ai regardés, les deux personnes qui étaient censées m'aimer et me protéger, assises de l'autre côté de la table, exigeant calmement que je démantèle la vie que j'avais construite pour moi-même pour résoudre un problème que leur enfant chéri avait créé et qu'ils avaient permis. Marc m'a regardé, les yeux grands ouverts, une lueur de quelque chose d'illisible, peur. Espoir? Dedans. Vendre ma maison, ai-je murmuré, la voix à peine audible. Oui, a dit papa, impatient. Nous avons déjà parlé à un agent immobilier. Il pense que nous pouvons faire rédiger les papiers d'ici lundi. Lundi. Ma voix s'est brisée sur le mot. Ce n'est pas une négociation, Alex, a dit maman, les yeux froids. C'est ce que fait la famille. Nous nous sacrifions les uns pour les autres. Marc est ton frère. Il a besoin de ça. Mais moi, ai-je demandé, la question arrachée de mes entrailles. Où je vivrai? Qu'en est-il de mon avenir? Oh, ne fais pas de drame, a raillé papa. Tu es intelligent. Tu trouveras une solution. Tu peux rester chez nous un peu. Il est temps que tu contribues correctement à la famille. C'était ça. Les mots ont plané dans l'air, lourds et étouffants. Contribuer correctement à la famille. Toute ma vie réduite à un actif potentiel, une ressource à récolter pour le fil préféré. La douleur a été un coup physique, me courbant intérieurement. Mon cœur ressemblait à cette fragile assiette en céramique à laquelle j'avais pensé auparavant, maintenant non seulement tombée, mais piétinée, réduite en poussière. Tout ce que j'avais espéré, chaque reste de désir d'obtenir leur approbation sincère, est mort à ce moment-là. Mais des cendres de cet espoir, quelque chose d'autre s'est élevé, une clarté froide et dure, un sentiment de colère juste que je ne m'étais pas permis de ressentir auparavant. Il ne me voyait pas comme un fils, il me voyait comme un compte bancaire avec des jambes. Et j'en avais fini. J'ai posé ma fourchette délibérément, le petit cliquetis résonnant dans le silence tendu. J'ai regardé ma mère, le visage figé dans un masque d'attente. J'ai regardé mon père, impatient et exigeant. J'ai regardé Marc, évitant maintenant mon regard. Non, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Leurs expressions n'ont pas changé au début. Ils semblaient ne pas m'avoir entendu, ou peut-être pensaient-ils que je plaisantais. Non, ai-je répété, plus fort cette fois. Je ne vendrai pas ma maison. Je ne vendrai pas ma voiture. Je ne renflouerai pas Marc. Les yeux de maman se sont élargis. Le visage de papa a rougi. Que as-tu dit, a tonné papa, frappant du poing sur la table. J'ai dit non, ai-je déclaré, me levant. Mes jambes tremblaient, mais je me suis tenu plus grand que je ne l'avais fait depuis des années. Ce que vous demandez est mauvais. Ce n'est pas de l'amour familial, c'est de la maltraitance financière. J'ai travaillé toute ma vie pour ce que j'ai. Cette maison est ma sécurité, mon indépendance. Vous m'avez appris la valeur du travail acharné et de la responsabilité, et maintenant vous me demandez de tout jeter au pour ça. J'ai fait un geste vers Marc, puis vers eux. Vous voulez que je m'enflamme pour vous garder au chaud? Je ne le ferai pas. Sors, a crié maman, se levant, renversant sa chaise en arrière. Sors de notre maison. Tu n'es pas notre fils. Nous te déshéritons. Tu m'entends? Tu es coupé. Papa était aussi sur pied, pointant vers la porte, le visage déformé par la rage. Tu le regretteras. Tu n'auras rien. Nous ferons en sorte que tu le regrettes. Marc est resté assis là, l'air stupéfait, puis en colère. Mon cœur battait la chamade, l'adrénaline inondant mon système.
Une partie de moi voulait crier, pleurer, les supplier de faire preuve de raison, mais une autre partie, celle forgée dans la lutte silencieuse et les efforts négligés, était calme. Je les ai regardés une dernière fois, mémorisant la laideur sur leur visage. Considérez que c'est fait, ai-je dit, la voix dépourvue d'émotion, vide. Si c'est ce que la famille signifie pour vous. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas pris mon manteau. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis juste sorti de la salle à manger, traversé le salon, passé devant les photos au mur qui ressemblaient moins à des souvenirs qu'à des mensonges, et sorti par la porte d'entrée dans le froid de novembre. Le silence dehors était assourdissant après les cris. Je me suis tenu sur le trottoir, le parfum de pin de leur couronne de Noël était vif et incongru. Le vent tourbillonnait autour de moi, me glaçant jusqu'aux os, mais je ne le sentais presque pas. Tout ce que je ressentais était un vide profond et lancinant, le vide laissé par la famille que je venais de quitter. Des larmes me piquaient les yeux, gélant sur mes joues. C'était fini. Le lien était rompu. Cela a fait plus mal que je ne l'aurais imaginé, ou une blessure profonde et viscérale. Mais sous la douleur, une petite étincelle fragile a brillé, la liberté. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi à ma maison, la maison que je n'avais pas eu à promettre. En entrant dans l'allée, en voyant les lumières que j'avais laissées allumées, la forme familière contre le ciel qui s'assombrissait, ce n'était plus seulement une propriété. C'était une forteresse, un sanctuaire. C'était le mien. Et le garder signifiait que je n'avais pas tout perdu. Ce jour-là n'était que le début d'un voyage très différent. Le silence qui a suivi a été assourdissant, pas d'appel, pas de texto, pas de mail pendant des semaines. C'était exactement ce qu'ils avaient promis, le désaveu, délivré froidement et complètement. Le chagrin initial a été accablant, une lourde couverture de perte et de solitude. Thanksgiving avait été gâché, pas seulement la journée, mais l'idée même de la famille telle que je la comprenais. Je me sentais à la dérive, coupé du monde. Sarah a été un roc pendant cette période, m'écoutant patiemment, me rappelant que leur réaction prouvait que j'avais fait le bon choix, aussi douloureux soit-il. Ils ne vous ont valorisé que pour ce que vous pouviez leur donner, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas de l'amour, Alex. Lentement, péniblement, j'ai commencé à traiter le tout. La douleur a commencé à se mélanger à la colère, la blessure à un sentiment croissant de respect de soi. Je me suis concentré sur le travail, sur ma maison, sur la construction de ma vie indépendamment de leur approbation ou de leurs exigences. La maison n'était plus seulement une sécurité, c'était un symbole de ma résilience, un monument au fait de me choisir moi-même. J'ai commencé à voir un thérapeute, parlant de plusieurs années de sentiments enfouis sur le favoritisme et le fait de ne jamais être assez bien. Ce fut un travail difficile et douloureux, mais nécessaire. Des nouvelles de Marc et de mes parents ont filtré par le biais du réseau familial élargi et des connaissances mutuelles. Les problèmes juridiques de Marc suite à l'échec de la start-up se multipliaient. De plus en plus de créanciers sortaient de nulle part. Et mes parents, dans leur désespoir après que j'ai refusé d'être leur sauvetage, avaient pris des mesures de plus en plus drastiques et imprudentes. Ils avaient contracté une deuxième hypothèque massive sur leur propre maison, vidé leur compte de retraite qui était censé leur durer des décennies, et même emprunté à des amis et à d'autres parents, tout cela pour soutenir Marc et maintenir leur façade sociale intacte. Ils avaient redoublé d'efforts sur un pari perdant, utilisant leur sécurité alors qu'ils ne pouvaient pas me forcer à utiliser la mienne. Puis les appels désespérés ont commencé, au pas d'abord de maman, mais de papa. Sa voix, habituellement si ferme, sonnait faible et paniquée. « Alex, nous sommes dans de sérieux problèmes. C'est pire que nous le pensions. » Maman a suivi, son ton était un mélange déroutant de supplications et d'accusations voilées. « Nous ne savons pas quoi faire. Marc, c'est trop. Tu dois nous aider. S'il te plaît. La famille est de la famille. » L'audace même de cela m'a coupé le souffle. Après tout, après moi, après leurs paroles cruelles, ils étaient de retour, demandant la chose même que j'avais refusé de donner parce que leur propre pari avait échoué. Mais je n'étais plus la même personne qui avait été assise à cette table de Thanksgiving. La douleur était toujours là, mais elle était tempérée par la résolution et la force tranquille que j'avais trouvée en me protégeant moi-même. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai écouté. J'ai posé des questions calmes et précises sur l'ampleur de la dette, qui étaient les créanciers, quelles mesures ils avaient déjà prises. Leurs réponses étaient vagues, évasives, pleines de reproches à l'égard de Marc et des circonstances extérieures, ne reconnaissant jamais leur propre rôle. C'était le même vieux schéma, simplement amplifié par le désespoir.
J'ai raccroché le téléphone en ressentant un étrange mélange de pitié et de détachement froid. Je savais ce que je devais faire non pour eux, mais pour moi-même, pour m'assurer que j'étais vraiment libre et protégé de toute conséquence potentielle de leur gâchis. J'ai contacté un avocat que Sarah m'avait recommandé, une femme vive et pragmatique nommée Madame Evans. J'ai exposé toute l'histoire, l'historique du favoritisme, les échecs de Mark, l'ultimatum, le désaveu et les supplications désespérées actuelles. Madame Evans a écouté attentivement, posant occasionnellement une question de clarification. Quand j'ai terminé, elle s'est penchée en arrière dans sa chaise. Vos parents n'ont aucun droit légal sur votre propriété, Alex, surtout après qu'ils vous aient explicitement désavoué. Leur tentative pour vous faire pression était moralement répréhensible, mais pas illégale en elle-même. Cependant, a-t-elle fait une pause, prenant un stylo, étant donné l'ampleur de l'échec de l'entreprise de votre frère et le nombre de créanciers impliqués, il est possible qu'ils essaient de réclamer des actifs que Mark a pu transférer à vos parents, ou même d'examiner les cadeaux qu'ils ont faits. Nous devons être préparés. Je recommande que nous examinions les détails de la structure de l'entreprise de Mark et la nature de son effondrement. Cela pourrait faire la lumière sur l'endroit où tout l'argent est allé et vous protéger de toute réclamation tangentielle. Son enquête a commencé. Elle a été approfondie, et elle a mis au jour plus que de la mauvaise gestion financière, elle a mis au jour une fraude. Madame Evans a trouvé des preuves claires, des emails, des rapports falsifiés, des virements bancaires déguisés en dépenses légitimes que Mark avait délibérément fraudé les investisseurs et les prêteurs. Il n'avait pas seulement été incompétent, il avait été criminel. Et la chronologie suggérait que cela durait depuis plus longtemps que quiconque ne le savait, caché sous les couches de charme de Mark et de la cécité volontaire et de la dissimulation active de mes parents. Plus inquiétant encore, Madame Evans a trouvé des preuves suggérant que mes parents n'étaient pas seulement des complices. Il y avait des emails montrant qu'ils étaient au courant de certaines des activités douteuses de Mark, le conseillant sur la façon de gérer les investisseurs en colère et utilisant leurs propres fonds pour dissimuler des divergences de manière à contourner la loi. Ils n'étaient pas seulement victimes de l'échec de Mark, ils étaient, dans une certaine mesure, complices de sa tromperie, poussés par leur besoin désespéré de le voir réussir et de protéger leur propre réputation. Leur hypothèque imprudente après mon refus n'était pas seulement un pari, c'était une tentative d'obtenir rapidement des fonds pour résoudre un problème dont ils savaient qu'il était enraciné dans la fraude, et non pas dans la malchance. C'était le véritable cœur de leur panique. Ils n'étaient pas seulement confrontés à la ruine financière, ils étaient confrontés à des conséquences juridiques potentielles pour avoir permis le comportement criminel de Mark. Madame Evans ne m'a pas recommandé de porter plainte directement contre mes parents. Mon objectif n'était pas la vengeance, mais la protection et la paix. Mais les preuves qu'elle a trouvées sont devenues un levier, un bouclier lorsque mes parents ou leur avocat désespéré m'ont contacté à nouveau. Madame Evans s'en est occupée, quelques lettres soigneusement rédigées citant les preuves de fraude et leur complicité potentielle les ont efficacement réduits au silence. Ils savaient que je savais. Ils savaient que j'avais la vérité. Le moment de la justice n'a pas été une scène de tribunal dramatique, il a été plus silencieux, plus insidieux. Alors que la fraude de Mark a été partiellement révélée par des procédures judiciaires engagées par ses créanciers, la vérité sur la participation de mes parents et leur effondrement financier ultérieur est devenue connue parmi la famille élargie et leur cercle social. Leur façade soigneusement construite de familles solidaires et prospères, construite sur le potentiel supposé de Mark et leur propre réputation, s'est effondrée. Les personnes à qui ils avaient emprunté de l'argent, les parents sur lesquels ils avaient toujours fait valoir leur favoritisme, ont vu la réalité. Ils ont perdu leur maison. Leur retraite a disparu. Et Mark risquait la prison. Ils ont obtenu ce qu'ils ont privilégié, l'argent et les apparences, jusqu'à ce que les deux soient enlevés. Ma vie, en revanche, a lentement fleuri. Le vide initial a été rempli de liens authentiques avec Sarah, avec d'autres amis, avec le thérapeute qui m'a aidé à guérir. J'ai cultivé mon jardin, ajoutant de la vie et de la couleur à l'espace qui représentait ma liberté. Ma maison n'était plus seulement une sécurité, c'était un foyer, rempli du confort tranquille de l'acceptation de soi. Le nœud dans mon estomac avait disparu. Le téléphone ne ressemblait plus à une menace. Je ne me suis pas senti victorieux, pas de façon triomphale. Il y avait encore de la tristesse, un deuil pour la famille que j'aurais souhaité avoir. Mais surtout, il y avait la paix. Je m'étais choisi moi-même. J'avais fixé une limite, et même si la tempête qui a suivi a été dévastatrice pour eux, je l'avais surmontée. J'ai appris que la famille n'est pas toujours le sang, ce sont les personnes qui vous respectent, qui vous soutiennent, et qui ne vous demanderaient jamais de brûler votre propre vie pour sauver la leur.
Partir a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais rester ferme, même quand ils ont tout perdu, a été le moment où je me suis vraiment trouvé. Si vous avez déjà dû vous choisir vous-même plutôt que les attentes toxiques de votre famille, vous connaissez le poids de cette décision. C'est un chemin solitaire, mais il peut vous conduire à votre propre véritable foyer, quel qu'il soit et où qu'il soit.